officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Donc aujourd'hui on est avec Léna qui nous parle de son livre, de l'union à l'unité. On écoute Léna. Bon, c'est une petite brochure, une vingtaine de pages. Et donc je suis chercheuse indépendante, diplômée de Paris 3, le DESTEC. Et j'ai pensé faire quelque chose parce qu'à force d'entendre Europe à longueur de temps, je me suis dit qu'il fallait un petit peu éclaircir les choses. Voilà, donc je situe l'Europe parmi le monde, l'Europe étant un des 5 continents. Sur ce continent, il y a le Conseil de l'Europe qui s'est créé en 1949 et qui compte presque tous les États du continent. Et ensuite, il y a plus tard l'Union européenne qui, elle, ne compte que 27 États. Donc, elle n'a rien à voir avec les 49 de l'Europe. Donc, on entend Europe à longueur de temps, partout dans les journaux, à la radio, partout. Sur les affiches électorales aussi. Voilà. Et la France fait partie de l'Union européenne. Et tous les membres de l'Union européenne font d'abord partie du Conseil de l'Europe. Voilà, donc c'est le fruit de longues recherches parce que je me suis trouvée au chômage à plus de 40 ans. Avec une formation qu'on m'a refusée à cause de mon âge. Et comme j'étais à Paris, j'avais jamais mis les pieds dans une fac. Je suis venue faire un tour à la fac de Paris 3 et j'ai passé une licence. Mais bon, c'était une licence tardive, donc après j'ai pas trouvé de boulot à cause de mon âge encore. Et la retraite, voilà. Donc j'ai eu beaucoup de temps libre. Ça m'a permis de faire tout ce travail et de vous l'offrir comme modeste contribution pour un monde meilleur, à la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour ça et pour les générations futures. Voilà. Et à la fin, on vous présentera un plan, un projet. Alors, je commence par rappeler la première conférence de la paix qui s'est tenue à La Haye en 1899 à l'initiative du tsar Nicolas II de Russie. Il y avait 27 États participants, dont 21 européens. Je n'ai pas poussé les recherches plus loin, mais chacun peut le faire. Ensuite, nous avons eu 2 guerres mondiales, comme tout le monde sait. Mes parents sont nés tous les deux en 1910, ma mère en Amérique, mon père en Bretagne, juste avant la Première Guerre mondiale. Bon, la Première Guerre mondiale, vous regardez, par exemple, comme moi, dans le Petit Robert non propre de 85. Je rappellerai juste que l'archiduc d'Autriche est venu visiter des terres qu'il avait annexées, donc il s'est fait descendre. Et ensuite, l'Autriche voulait en finir avec le foyer de slavisme qu'est la Serbie. Ça, c'est extrait du dictionnaire. Ça s'est terminé par un armistice, ce qui n'est pas la paix, avec une création de la Société des Nations pour qu'il n'y ait plus de guerre. Et quelques années plus tard, quand mon frère et moi nous sommes nés, en 1934 et en 1938, tous les deux en Bretagne, voilà la Deuxième Guerre mondiale qui arrive. L'Allemagne s'est un peu droitisée, Hitler au pouvoir. Il ne faut pas oublier non plus, après tout ce qu'il y a eu, Mussolini, Salazar, Franco, enfin je cite en désordre, plein de dictatures. Mais elle s'est terminée quand même par la victoire de la France et de ses alliés. Et l'Allemagne sera coupée en 2. Et la SDN sera remplacée par l'ONU. Alors voilà, donc mes sources, là, il y a Petit Robert non propre de 85, les documents du Conseil de l'Europe, dont je vous en montre un. Alors le Conseil de l'Europe, sachez qu'il y a un bureau à Paris, on peut y aller et prendre des documentations. Moi, ça fait très longtemps que je le fais. Et remarquez bien ici le sigle à 12 étoiles, qui est l'emblème du Conseil de l'Europe depuis 1954. Le Conseil de l'Europe s'est créé en 1949, également à La Haye. Et donc cet emblème à 12 étoiles a été pris par la communauté européenne, qui n'était pas encore l'Union européenne, dès qu'ils sont passés de 9 membres à 12, pour bien créer la confusion, sans rien mettre au centre, comme indication. Voilà, donc... alors, il y a eu plein de choses après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu la création de l'Union occidentale,
qui sera plus tard transformée en Union européenne occidentale. Il y a, je cite en désordre, il y a eu le plan Marshall, avec son orientation politique. Il y a eu également la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a eu encore le Congrès de La Haye, donc le 11 mai 1948, Congrès de La Haye, encore La Haye, comme la première conférence pour la paix, organisé par le Comité international des mouvements pour l'Europe unie, qui proposait la création d'un Conseil de l'Europe. Et ce Conseil de l'Europe s'est créé le 5 mai 1949 par le traité de Londres. Donc j'ai entendu un jour que l'Angleterre avait quitté l'Europe. Elle est signataire du traité de Londres qui a fondé le Conseil de l'Europe. Donc elle n'a pas du tout quitté l'Europe, elle a quitté l'Union européenne. Encore une fois, l'amalgame. Voilà, donc il y a eu donc l'ONU qui a été créée en 1945, l'OTAN en 1949, et tout ça est le Conseil de l'Europe, donc 50 ans après la première conférence pour la paix. Alors l'Allemagne coupée en deux. Le 9 mai 1950, il y a eu une déclaration de Schuman qui voulait coopérer, que la France et l'Allemagne coopèrent ensemble, ce qui est quand même une bonne chose. Donc là, on avait la RFA et la RDA. Donc ça, c'est la brochure les étapes de la construction européenne du Conseil de l'Europe. Alors en 1950, il y a eu donc le discours de Schuman, donc un an après la construction du Conseil de l'Europe, qui avait pour objectif la paix, même la biodiversité, etc., les droits de l'homme. Eh bien, dans son discours, il n'a pas un mot pour le Conseil de l'Europe. Ça m'a frappé quand même. Voilà. Donc, en 89, on a quand même eu la chute du mur, la réunification de l'Allemagne, sans nouvelle constitution commune. Parce que normalement, l'Allemagne étant coupée en deux, pour se réunifier, il fallait faire une nouvelle constitution commune. La RFA n'a pas fait de nouvelle constitution commune, elle a imposé sa constitution à la RDA. Donc on pourrait plutôt appeler ça annexion. Oui, mais non, là on l'appelle réunification. Par contre, quand la Crimée a demandé son rattachement à la Russie par référendum, ça n'a pas plu à l'Occident, qui a appelé ce référendum annexion. Et en Slovénie, comme je vous en parlerai plus tard, la Slovénie avait tout à fait la possibilité de quitter la fédération yougoslave. Il était prévu pour cela d'un référendum national. Ce référendum national n'a pas eu lieu. Là, ça n'a dérangé personne. Et que l'Allemagne puisse reconnaître cette indépendance dans ces conditions-là, ce qui était en violation avec les accords d'Helsinki, ça n'a dérangé personne. Alors, on continue. On arrive en 90. En 90, donc l'OTAN s'était créée en 49, et en 90, en Italie, il a été révélé un scandale. C'était le scandale des armées secrètes de l'OTAN, lié à l'extrême droite. Et ce scandale a été rapidement étouffé. Mais on en a reparlé dans le Télérama d'avril 2011, sur France 5. Donc on peut le retrouver. Voilà. Voilà, donc encore un scandale étouffé. Quand ça gêne, on étouffe. Alors, donc fin 90, ça a été le début de préparation du traité pour l'Union européenne. Il y a eu 18 mois de préparation. En 91, au mois d'août, l'Ukraine a reçu son indépendance par le Soviet suprême de Russie. Il n'y a pas eu de problème. En décembre 91, peut-être un peu avant, la Slovénie proclame son indépendance en Yougoslavie sans le référendum constitutionnel prévu, qui n'a pas été organisé par le président de l'époque.
il savait déjà, lui, à l'avance, qu'il allait être le dernier président de la Yougoslavie. Il le disait à qui voulait l'entendre, M. Stipe Mesić. Bon, ben ça, c'est le problème des Yougoslaves, vous me direz. Ouais, mais l'Allemagne a reconnu cette indépendance sans référendum. Elle a donc violé les accords d'Helsinki, dont je vous parlerai un peu. Ah ben non, j'aurais dû vous en parler déjà avant, c'était 75. Les accords d'Helsinki étaient signés en 75 par toute l'Europe, même le Vatican. Hein. Et ces accords d'Helsinki, c'était encore une initiative russe, soviétique, disons. Et c'était un accord pour la coopération et la sécurité en Europe. SCE. Ça s'appelait à l'époque CSCE, c'est-à-dire Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. Et en 92, un jour où les membres de l'Union européenne n'avaient rien d'autre à faire, ils se sont réunis pour mettre un O à la place du C. Ça ne s'appelle plus conférence, ça s'appelle organisation. Mais c'est toujours sécurité et coopération en Europe. Mais aujourd'hui, on ne vous parle plus que de la sécurité, on ne vous parle jamais de la coopération. Donc, l'Allemagne a donc reconnu l'indépendance de la Slovénie sans référendum, en violation des accords d'Helsinki, et les 11 qui préparaient le traité de Maastricht avec elle, ils n'étaient pas tous d'accord. Eh bien, l'Allemagne les a menacés. S'ils ne la suivaient pas, elle ne signerait pas le traité de Maastricht. 3 semaines plus tard, les 11 ont suivi. Se sont donc rendus complices de la violation. Cette violation a entraîné la destruction de la Yougoslavie, la SFRJ, la République socialiste fédérative de Russie, membre fondateur de l'ONU, dans le conflit européen le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et bien voilà, et dans le traité de Maastricht lui-même, ça je vous en parlerai après, ces mêmes accords d'Helsinki qui viennent d'être violés sont prônés pour la paix par ceux-là même qui les ont violés. Bon, on en reparlera plus tard. Donc, on signe donc le traité de Maastricht en février 92. Hein, donc, en décembre, l'Allemagne reconnaît la Slovénie. Mi-janvier, les 11 suivent sous la menace. Et début février, le traité est signé. Alors à ce moment-là, j'ai eu l'idée de faire un petit calcul. J'ai pris pour le Conseil de l'Europe que je connaissais depuis longtemps, hein, puisque je suis née en 1938. Et puis l'Europe qui arrive, là, l'Union européenne. Je prends le nombre d'habitants et le budget pour chacun. C'est facile à trouver, tout le monde peut le faire, ça prend 5 minutes. Et bien j'ai trouvé qu'il y avait 1000 € de plus par habitant pour l'Union européenne. Voilà, alors je reviens un petit peu sur l'OTAN parce qu'il y a quand même eu plusieurs, même encore aujourd'hui sur les affiches électorales, j'ai pas encore vu tous les détails, mais il y a encore des partis qui prônent la sortie de l'OTAN. Et le programme de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, l'avenir en commun, il disait bien qu'il fallait se libérer la France du carcan de l'OTAN. Et il disait ce qui est intéressant, qu'elle aurait dû être dissoute. L'OTAN aurait dû être dissoute, comme le fut son équivalent à l'Est, hein, qui s'est créé un peu plus tard, hein, qui s'est créé en 55, je crois, 91. Le pacte de Varsovie pour faire équilibre à l'Est à l'OTAN qui est à l'Ouest, et la création du pacte de Varsovie. Au bout d'un moment, le pacte de Varsovie s'est dissous, mais l'OTAN s'est maintenu. Alors l'OTAN aurait dû disparaître à ce moment-là également. Voilà. Donc le programme L'Avenir en commun de la France Insoumise propose de défendre une géopolitique non alignée au service de la paix, de se retirer immédiatement du commandement intégré de l'OTAN, puis par étapes de l'organisation elle-même, etc. Et surtout, ce que j'avais jamais vu nulle part, de réinvestir pleinement l'OSCE, c'est-à-dire l'ex-CSCE, hein, la sécurité et la coopération en Europe, pour un dialogue non atlantiste avec la Russie. Et voilà. Et donc, quand l'Ukraine est candidate à la fois à l'OTAN et à l'Union européenne, et que ces deux instances ne sont pas tout à fait correctes, on va dire,
Surtout l'OTAN, parce que l'OTAN a bombardé la Serbie après la destruction de la Yougoslavie. L'OTAN, en 1999, l'OTAN a bombardé la Serbie pendant 2 mois et demi, sans mandat de l'ONU. Donc, nous arrivons à un truc important, c'est que comme l'Union européenne, en fait, qui était l'Union européenne, s'est approprié l'emblème du Conseil de l'Europe, et s'est approprié aussi beaucoup de définitions. Et donc c'est le Conseil de l'Europe qui lui-même, alors là maintenant on voit son emblème modifié, c'est lui qui a dû modifier son emblème, parce que son emblème a été pris par l'Union européenne. C'est le monde à l'envers. Hein. Et donc ils ont fait toute une page pour dire ne pas confondre les organismes du Conseil de l'Europe et les organismes de l'Union européenne. Ça c'est très intéressant. Parce que l'Union européenne, elle a plein de trucs à Strasbourg. Par exemple, à Strasbourg, c'est la ville du Conseil de l'Europe. Beaucoup de choses qui prêtent à confusion, qui entretiennent de la confusion. On a trop de textes. En fait, on a tout ce qu'il faut pour vivre en paix, mais en fait, on en a trop. Même l'Union européenne s'est faite sa propre charte de droits fondamentaux. Qu'est-ce qu'elle a besoin de ça? J'y étais, donc je pourrais vous en parler plus longuement, mais c'est pas le but. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et les droits de l'homme, c'est pas pour elle. Bref. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que moi j'étais à toutes les manifestations pour la paix en Yougoslavie. Et en particulier, j'ai gardé le tract du 11 janvier 92, donc ça c'est juste avant la signature du traité de Maastricht. Et là, la violation des accords d'Helsinki est bien marquée, bien notée. Et en même temps, la première partie se termine par « Nous voulons l'amitié sincère et la paix avec le peuple allemand réunifié. Mais nous défendrons avec acharnement notre patrie contre l'invasion du fascisme renaissant. » Voilà. Et la vérité sur la Yougoslavie, parce que alors là, on va raconter tout et n'importe quoi. Donc, le fameux traité de Maastricht. Voici 3 points importants que j'ai relevés, parce que je pense que tout le monde ne l'a pas lu, même moi je ne l'ai pas lu en entier encore. L'Union, alors, là, le titre 1, dès le début, les 12 se présentent, ce sont des gens très bien. L'Union respecte les droits fondamentaux, pas ceux de l'Union européenne, hein, les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, oui, c'est vrai, c'est bien à Rome, le 4 novembre 1950, tout à fait, hein, après le discours de Schuman. Et c'est l'œuvre majeure du Conseil de l'Europe. Tel qu'il résulte, machin, c'est un temps signé par qui? Quel est l'auteur de cette convention? Marqué nulle part. C'est l'œuvre majeure du Conseil de l'Europe. Vous n'avez pas la place de mettre ici? Signé à Rome le 4 novembre 50 par le Conseil de l'Europe? Non, il n'y avait pas la place. Se fout du monde. Hein. Alors ensuite, on arrive au titre 5, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité. Coopération, on oublie, hein. Donc ici, le maintien de la paix, le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, encore heureux, ainsi qu'au principe de l'acte final d'Helsinki, qu'ils ont violé 3 semaines avant. Bon, il y a de quoi réfléchir, hein. Et ensuite, à la fin, on découvre que l'Union européenne et l'OTAN travaillent ensemble. Déclaration relative à l'Union, alors l'Union occidentale, je vous ai dit, qui s'était créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est appelée ensuite Union de l'Europe occidentale. UEO. Déclaration, donc certains pays qui sont cités, sont membres de l'Union de l'Europe occidentale, ainsi que membres de l'Union européenne. Le rôle de
l'union de l'Europe occidentale, sur ses relations avec l'Union européenne et avec l'Alliance atlantique, qui est l'OTAN. Donc ils travaillent ensemble. Donc quand l'Ukraine a posé sa candidature et à l'Union européenne et à l'OTAN, l'Union européenne avec sa violation des accords d'Helsinki, l'OTAN avec son bombardement sans mandat de l'ONU, ça pose problème. Il suffirait que ces demandes d'adhésion soient suspendues le temps qu'on règle les choses correctement. Donc, oubli de l'auteur, pour ne pas dire le Conseil de l'Europe. Les accords d'Helsinki prônés par la paix après que leur violation a entraîné le conflit qu'on sait. Et les liens UE-OTAN. Suspendre la candidature, c'est pas quand même difficile. Ils veulent tous rentrer dans l'Union européenne là, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Et attention aux écrans. Faites très attention aux écrans. Nous avons des écrans partout maintenant. Et sur les écrans, à travers les écrans, peuvent passer l'image subliminale. C'est l'image qui va tellement vite que vous n'avez pas le temps de la voir, mais elle atteint votre cerveau. Et là, on peut vous faire avaler n'importe quoi. Ça a été découvert en faisant passer une publicité pour Coca-Cola au cours d'un spectacle. Et à l'entracte, tout le monde s'est précipité à acheter du Coca-Cola. Comme par hasard. Donc je pense que là, ils ne doivent pas s'en priver. Hein. Alors, les accords d'Helsinki, comme je vous en ai parlé, eh bien, il y a un que sais-je qui est sorti justement en mars 92, juste après la signature de l'Union européenne. C'est quand même intéressant. Et c'était donc une initiative conformément aux vœux soviétiques. C'était la Russie qui avait lancé cette idée, qui regroupait toute l'Europe. Voilà, donc il y avait donc une dizaine d'accords, dont non-modification des frontières d'un État sans l'accord des personnes concernées, donc le référendum constitutionnel, qui n'a pas eu lieu en Slovénie. Il fallait demander l'accord de tous les membres de la Yougoslavie. Et donc voilà. J'ai eu du mal à le trouver en 92. J'ai dû le commander. Et il était paru, mais il était caché. Comme par hasard. Et alors, donc ça c'était mars 92, et en juillet 92, je suis tombée sur un article du Monde diplomatique, qui était le seul journal à l'époque qui rentrait encore chez moi. Un article de deux pages pleines et demie de Paul-Marie Delagorce, qui est un journaliste très connu, et qui s'appelait « La coûteuse myopie de la communauté internationale ». Monde diplomatique, juillet 92, on peut encore le retrouver, qui cite clairement le traité créant la CSCE, il dit CSCE, fut alors ouvertement violé, sans que cela suscite, à vrai dire, la moindre objection. C'est clair. Voilà, c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait. Donc, après la signature du traité, il y a eu le référendum. Parce que le traité était signé par les 12 membres de la communauté internationale de l'époque, mais après, on demandait aux gens des 12 membres de dire s'ils étaient d'accord ou pas. Alors ça s'appelait, comme par hasard, le référendum sur l'Europe. Pourquoi pas le référendum sur l'Union? C'est pas plus compliqué. En septembre. Et alors, vous aviez là, dans le programme, vous aviez Europe, Europe, Europe partout. Éditorial, l'Europe, notre communauté d'intérêt. Bernard Kouchner, son engagement pour l'Europe de la paix. Une chance pour la paix. Qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est le tract du 13e. Voilà. Témoignage pour l'Europe. L'Europe, je dis oui. Et allez, allons-y, allons-y. Le bourrage de crâne. Et un jeu test, connaissez-vous l'Europe? Mais les questions, quand on s'approche bien du test, ce sont des questions qui vous demandent combien il y a d'États, il faut répondre 12.
Donc il ne s'agit pas de l'Europe, il s'agit de l'Union. Donc voilà, on est bien embrouillé. Et alors, les résultats, alors là, c'est extraordinaire. Il y en a quand même qui ont dit non. Les Danois ont dit non au référendum. Vous savez ce qui leur est arrivé? On les a fait revoter. Ils ont revoté et ils ont dit oui. Et la France, elle a voté à tout juste plus de 50%. Hein. Tout juste. 51%. Avec une abstention, alors il y avait 25 millions de suffrages, presque 26, hein, presque 26 millions de suffrages, et 10 millions d'abstentions. Alors, reparlons un peu de la disparition de la Yougoslavie, hein, puisque la violation des accords d'Helsinki a entraîné plein de conflits là-bas et la Yougoslavie a disparu. Il ne restait plus que la Serbie et le Monténégro qui étaient alliés. Puisque la Croatie a demandé après son indépendance aussi, son adhésion à l'Union, la Bosnie aussi, la Macédoine aussi. Donc la Macédoine c'était un peu spécial. Hein. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Alors, je tombe un jour sur un numéro du Point, une grande colonne du Point, que j'ai un peu écourté là. Ex-Yougoslavie, l'Europe, encore, doit se déculpabiliser. Or, la Yougoslavie est en Europe. Hein. C'est un peu bizarre. Eh bien, sa première phrase, écoutez bien. La dislocation incontrôlée de la Yougoslavie. Elle est où la violation des accords d'Helsinki? Une dislocation incontrôlée. Incroyable. Et, alors, Europe, 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 tout le long de l'article. Mais la dernière phrase, écoutez-la bien. Il appartiendra à l'Union européenne d'européaniser les Balkans. Ça s'appelle pas colonisation? Alors, un jour, je tombe sur un document de France Télécom avec les nouvelles numérotations téléphoniques. Et je vois donc la Serbie a toujours 381. Et comme elle n'a plus que le Monténégro, c'était la Yougoslavie 381. Donc là, la Serbie a gardé le 381 qu'elle partage avec le Monténégro, puisque c'est tout ce qui restait de la Yougoslavie à ce moment-là. Et quand le Monténégro s'est séparé de la Serbie, il a eu le numéro 382, qui était tout près. Alors, on peut noter aussi que la Croatie a eu le 85, la Slovénie le 86, tous les deux membres de l'Union européenne. Ensuite, la Bosnie et la Macédoine ont eu le 87 et le 89. Et aujourd'hui, il reste en attente 383, 384, 388 qui ne sont pas encore attribués. Vous avez entendu parler du Kosovo. Le Kosovo s'est proclamé indépendant comme ça un jour, en toute illégalité. Donc il y aura peut-être un de ces trois numéros-là, en toute illégalité, comme toujours. Et dans le monde diplomatique, encore lui, en 2008, avril 2008, vous aviez toute une liste de dates. Ça s'appelait 6 décennies pour la paix. Ça commence en 1946, avec Churchill, pour une alliance occidentale, qui s'est appelée après Alliance européenne occidentale, dans le cadre des Nations Unies, etc., etc., etc. Alors, il y a par exemple en 49, tiens, moi ça m'intéresse, 49, 4 avril 49, signature du traité de l'Atlantique Nord.
Les États-Unis, le Canada, 5 membres du traité de Bruxelles, le Danemark, l'Islande, l'Italie, Norvège, Portugal. Après, on passe au 25 juillet 49. Il n'y a pas eu le mois de mai entre les deux? Création du Conseil de l'Europe? Ah bah tiens, j'ai oublié. Bon. Ensuite, alors, bon, je passe tous les détails, hein, ça peut se retrouver ce document. Hein. Alors j'arrive par exemple à 1er août 75. Ah, alors là, super. 35 États d'Europe, ils ne le disent pas. Si, ils le disent après. Signe à Helsinki la conférence sur la coopération, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Ah là, ils l'ont marqué quand même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, c'était les accords d'Helsinki. Les accords d'Helsinki étaient suivis par une conférence qui veillait à ce que les 10 engagements soient bien respectés. Et la première conférence s'est tenue à Belgrade, en 77. Bon, ça ils l'ont pas oublié, mais ils disent pas que la première conférence s'est tenue à Belgrade, ça ferait tâche. C'est pas grave. Après, je vois le 23 mars 2011, du 23 mars au 11 juin, 2 mois et demi. L'OTAN déclenche des bombardements aériens sur la Serbie sans mandat de l'ONU. Là, c'est marqué en toutes lettres. Donc, l'OTAN est à condamner. L'Union européenne est à condamner pour la violation des accords d'Helsinki. L'OTAN est à condamner pour son bombardement sans mandat de l'ONU. Et la France qui a en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, violé l'article 35 de la Constitution française. Il fallait l'accord du Parlement, je ne sais pas quoi. Voilà, donc oubli du traité de Londres, du Conseil de l'Europe, qui existe encore de nos jours, mais qui est complètement bouffé par l'Union européenne, avec son fric, les accords d'Helsinki et les bombes de l'OTAN sur la Serbie. Et j'ai trouvé, alors dans un journal, parce que comme vous voyez, j'ai diverses sources, hein, moi je prends tout ce que je trouve de gauche comme de droite, peu importe. Là, c'était La Vie Nouvelle, le magazine de l'Union confédérale des retraités de la CGT, qui parle d'un livre qui venait de sortir, certainement. Poutine, l'OTAN et la guerre. Qu'est-ce que ça a à voir? Mais rappelez-vous, quand l'Allemagne a été réunifiée, il fallait bien évidemment que toutes les parties concernées soient d'accord. Or, la Russie était dans le coup. Et la Russie, à l'époque c'était Gorbatchev, elle était d'accord pour la réunification, mais elle a posé une condition. Elle a demandé que l'OTAN ne s'approche pas de ses frontières. Ça lui a été promis. Et cette promesse est valable pour Poutine. Donc quand l'Ukraine a posé sa candidature d'adhésion à l'OTAN, ça ne peut pas passer. Je ne dis pas que ce qu'il fait c'est bien, mais c'est quand même, alors là il le dit bien, le livre de Jacques Fath condamne sans concession l'agression décidée par Poutine, mais il montre aussi comment les pays occidentaux lui ont fourni le prétexte via leur souhait d'intégrer dans l'OTAN ce pays frontalier de la Russie. Or, le contraire avait été promis à Gorbatchev par les États-Unis au moment de la réunification allemande. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. On ne peut pas tout savoir, hein, moi-même je suis loin de tout savoir, mais ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Sinon, on ne peut rien comprendre. D'ailleurs, à l'époque, j'avais eu l'idée de refaire la Marseillaise, mais j'ai fait juste le début. C'était « Abat tous les conflits du monde et tous unis pour la planète ». Alors, deux choses intéressantes, à mon avis. J'apprends par Le Point de 2016, par l'éditorial du Point, l'éditorial de Patrick Besson,
qui fait toujours un éditorial dans Le Point. C'est la première chose que je dis du Point, même si je dis pas le reste. À mon avis, cet homme-là, il doit en savoir pas mal. Donc on lui laisse un peu la carte blanche pour son éditorial. Alors il a fait un éditorial le 15 septembre 2016 parce qu'il venait d'apprendre l'innocentation de M. Milošević par le même tribunal qui l'avait condamné. 10 ans après sa mort. Il est mort en 2006 et en 2016, il a été innocenté par le tribunal pour la Yougoslavie, qui a été un tribunal créé de toutes pièces, à la limite de l'illégalité. Et bien le même tribunal qui l'a condamné l'a innocenté 10 ans après sa mort. Mais dans le Parisien Week-end, avril 22, on nous parle encore de la condamnation de Milošević. Bon, ben d'accord, elle a existé cette condamnation, mais pas un mot sur son innocentation. En 2022, il est innocenté depuis 2016. Et alors, le scoop, je crois que c'est la dernière, ça, je crois. Il y a un petit truc après. Alors, je trouve un jour dans le Courrier international la chronologie des événements de Yougoslavie. Ah, je me dis, super, enfin un truc, un document intéressant. En plus, ça commence en 46. 41 même. 41. L'armée allemande envahit le royaume de Yougoslavie. Vous vous rappelez la Première Guerre mondiale où on disait déjà que l'Autriche voulait en finir avec le foyer de slavisme qu'était la Serbie. Alors, 41, bon d'accord, on arrive à 91, ouais, on arrive à 91 à la fin. 91, c'est bien là où l'Allemagne a reconnu la Slovénie en violation des accords d'Helsinki. Eh ben, il marque la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance. Voilà, il suffit de dire je suis indépendante. Comme l'a fait le Kosovo d'ailleurs. Pas un mot sur la violation, sur la reconnaissance par l'Allemagne en violation des accords d'Helsinki. Ah ben non, l'Allemagne, il ne faut pas y toucher. Qu'est-ce qu'il a fait Macron dernièrement là? Il est allé voir son copain allemand pour montrer la solidité du couple franco-allemand. Mais la violation des accords d'Helsinki, il n'en est pas question. Que la Slovénie proclame son indépendance sans référendum, c'est le problème des Yougoslaves. Et comment l'Allemagne a-t-elle pu reconnaître cette indépendance dans ces conditions-là? C'est fou. Complètement fou. Et l'Allemagne n'était pas seule, hein. Elle était accompagnée du Vatican à l'époque. Alors j'ai rajouté en dernier, en fait j'ai retrouvé, on m'avait demandé, je connaissais des copains qui soutenaient la Grèce, qui soutenaient un dispensaire autogéré en Grèce. Et ils m'avaient demandé de faire un article à propos du rôle de l'Union dans les problèmes de la Grèce. Et donc je l'ai fait et j'ai parlé évidemment de la Yougoslavie parce que j'ai dit que c'était 3 ans après le discours, là, la fameuse phrase de Védrine, là, il appartiendra à l'Union européenne d'européaniser les Balkans, hein, octobre 95 dans Le Point. Donc c'était 3 ans, sa phrase, c'était 3 ans après le massacre de ce que j'appelais moi la mini-Europe yougoslave, parce que j'ai découvert ce pays en 87, pour moi c'était une mini-Europe, dans le bon sens du terme. Et c'était 3 ans avant les bombardements de l'OTAN. C'était entre les deux. Et il faut savoir aussi qu'en 2012, le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Union européenne. Eh bien, cet article, figurez-vous que je l'ai proposé, et il y a eu des hurlements dans le groupe. Il y avait des gens dans le groupe qui soutenaient la Grèce qui ne savaient pas que la Grèce était un pays des Balkans.
Donc voilà, il faut que chacun fasse un effort quand même pour être bien renseigné. Voilà. Alors mes sources, bien, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de journaux, hein, comme j'ai dit. Il y a le Monde diplomatique, il y a Le Point, il y a le Courrier international, le Parisien Week-end, le magazine de la CGT et bien d'autres. Hein. Il y a les déclarations de Schuman, entre autres. Il y a des tracts de manifestation, comme celui que je vous ai montré de 92. Il y a des programmes politiques, il y en a d'autres. Hein. J'ai cité Mélenchon, mais j'ai vu sur les affiches électorales, il y a plusieurs affiches qui prônent la sortie de l'OTAN. Je ne sais pas si vous avez vu. Je n'ai pas encore reçu les papiers. Hein. Les traités, et puis des livres, donc le que sais-je, sur les accords d'Helsinki, et le livre de Jacques Fath, Poutine, la guerre et l'OTAN, et les documents du Télécom. Et alors, avec tout ça, on a eu une idée avec plusieurs amis de proposer un projet. Alors c'est marrant, moi je me suis dit qu'en écrivant Union, il y avait non. Et en écrivant Europe Unie, il y avait oui. C'est un signe quand même. Alors donc on s'est dit l'Europe Unie, alors sur quelle base? Alors déjà c'est non à la colonisation occidentale de l'Europe. C'est ça surtout. Pourquoi elle a changé de nom à un moment donné? C'était la communauté européenne, non c'était l'organisation UO, organisation occidentale, qui après s'est précisée organisation européenne occidentale. Voilà, donc on reprend les objectifs du Conseil de l'Europe, parce que les objectifs sont toujours valables, hein, c'était les droits de l'homme, la paix, le respect de la biodiversité, etc. Les accords d'Helsinki, pour la sécurité et la coopération, il faut les deux, il ne faut pas que la sécurité, il faut la coopération aussi. En Europe, donc ça c'est toujours valable aussi. Et le budget de l'ex-Union européenne, parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, quand j'ai fait le calcul, j'ai trouvé qu'il y avait 1000 euros. À l'époque, en 92, il y avait 1000 euros de plus par habitant. Maintenant, c'est un peu moins. Mais c'est facile à faire, hein, nombre d'habitants, budget. Voilà. Merci. Alors voilà, donc nous sommes dans une période un petit peu difficile, on va dire. Mais il faut se rappeler que, par exemple, l'Apocalypse, dont d'ailleurs le drapeau à 12 étoiles s'inspire, parce qu'il y avait eu plusieurs projets, hein, mais c'est celui-là qui a été choisi par le Conseil de l'Europe, c'est inspiré de l'Apocalypse. Or, le sens de l'Apocalypse, il y a deux sens. Il y a le sens de catastrophe, hein, mais il y a aussi le sens de révélation. Donc en ce moment, nous sommes en plein là-dedans. Et il y a aussi, je suis tombée un jour sur un idéogramme chinois qui veut dire crise et qui en même temps veut dire opportunité. Donc c'est très intéressant, on est complètement là-dedans. Et donc c'est pourquoi il ne faut pas désespérer, il faut être vigilant et bien s'informer. Et chacun fait ce qu'il peut, mais il faut surtout être très attentif, très vigilant. Et ne pas perdre espoir, jamais. Voilà, alors j'ai oublié de dire une chose aussi, c'est que, étant donné que ma mère est américaine, j'ai des liens avec les peaux rouges depuis mon enfance. Ils sont toujours là. Et j'ai aussi des liens par mon père breton avec les Celtes et donc avec les Serbes qui ont des origines celtes. Voilà. Et c'est une chance pour moi et que je peux partager. Voilà. Merci Léna pour cette belle exposition. Oh là là! Quand tout le monde ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple
qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hannah Arendt. L'exposé était super. À bientôt sur Gojo TV.